Mais oui, allez, Sochaux, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, c'est votre émission Soyons Sport de 18h à 19h30 ou 20h, suivant s'il y a eu des prolongations ou pas. D'ailleurs, ça va être le sujet également, car il y aura de la Coupe de France ce soir au menu et des prolongations également. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, sur déjà ce qui va se passer cette semaine au niveau de la Ligue des Champions et également de l'Europa League. Il y aura des matchs. On va revenir également sur ce qui s'est passé lors de la 8e journée de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir aussi sur la Ligue 2, bien évidemment. On va parler du Football Club Sochaux-Montbéliard qui était en déplacement du côté du stade Marcel Picot pour affronter Nancy. Match nul 0 partout. On reviendra sur cette rencontre, on l'espère, avec toutes vos réactions. Venez vous exprimer en direct au 03 81 50 67 51. Si vous ne pouvez pas être en direct, laissez-nous un message et on se fera un plaisir de vous rappeler, bien évidemment. On parlera de ce qui s'est passé justement lors de ce 4e tour de Coupe de France avec quelques surprises, avec des clubs qui sont passés à la trappe. C'est la magie de la Coupe. Et on vous donnera tous les résultats. Il y aura des places à gagner ce soir pour le derby de la capitale comtoise entre le Racing Besançon et le Besançon Football de ce samedi à partir de 18h au stade de Léo Lagrange. Donc il y aura des places à gagner ce soir. Donc vous nous appelez et c'est remporté. On parlera bien évidemment handball avec le SBF, avec un match très important qui aura lieu en fin de semaine pour la Coupe d'Europe. On reviendra sur la 4e victoire du Grand Besançon d'Ou handball, c'était du côté de la région parisienne. On va revenir également sur le Bezac, également sur le basket. Enfin bref, tous les sports. Allez, on va ouvrir cette page sport avec tout d'abord la Champions League. Fred, ça te dit la Champions League ? Absolument, la Ligue des Champions. C'est sympa. Hein. Il est sympa cet hymne. Hein. Ah oui. On s'en lasse pas. Hein. Allez, c'est parti. On aime cet hymne, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, bien évidemment. Alors, on va parler justement de la Ligue des Champions, car il y aura des rencontres cette semaine pour nos clubs français. On va tout d'abord commencer par l'AS Monaco, qui jouera ce mercredi. Je regarde plutôt s'il y en a un qui joue mardi. Oui, on va commencer. Allez, on va commencer par Lyon. Honneur à celui qui va débuter dès ce mardi. C'est ça, mardi 2 octobre à 21h, Lyon affrontera le Shakhtar Donetsk. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous donner le résultat du Shakhtar ce week-end en championnat. Non, tu l'as pas. Tu vas regarder ça sur Internet, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que ça sera un beau match. Lyon qui sort d'une belle victoire du côté du côté de Man City 2-1 et qui voudra en tout cas, mais sans supporters, il me semble. C'est ça, Fred? Oui, c'est ça, en effet. C'est ça, le stade est suspendu. Et en parlant Manchester City, ils sont imposés ce week-end contre Brighton 2-0. Voilà, Manchester City, c'était le match d'avant. Hein. Maintenant, on est face au Shakhtar Donetsk, mais je suis persuadé que tu nous donneras l'info dans quelques minutes, à savoir ce qu'a fait justement le Shakhtar dans son championnat.
Oui, ça sera donc à 21h. On espère bien évidemment que les hommes de Bruno Genesio enchaîneront avec une seconde victoire, car avec 6 points, ça serait une qualification pas acquise, mais en tout cas bien avancée pour le groupe de Bruno Genesio et cette belle équipe de Lyon. On verra tout à l'heure ce qu'elle a fait en championnat lors de cette 8e journée. On passe aux 2 prochains matchs, en tout cas aux 2 prochaines équipes françaises qui sont engagées. Oui, Fred, tu voulais? Non, c'était bon. Non? Tu voulais me donner le résultat du Shakhtar? Ils ont gagné 3-0. Non, pardon, ils sont imposés 6-1 contre Karpaty. Alors, c'est du championnat Ukrainien? ukrainien, oui. Karpaty, bon, c'est bien, c'est encore pas Ils trop ont dur joué à prononcer. vendredi, donc. Ça va, c'est encore pas trop dur à prononcer. 6-1, bon, donc ils ont fait un carton, donc ils vont arriver du côté de Lyon en confiance. Ils sont combien en championnat? Tu as le classement? Non. Bon, tu me donneras ça tout à l'heure. On va s'intéresser. Si, ils sont en tête. Ah, si, ils sont en tête avec 27 points. Et puis, Voilà. avec 9 victoires et une seule défaite, puisque c'était la 10e journée du championnat donc ukrainien. donc c'est une équipe qui va arriver du côté du Parc Well en pleine confiance. Et on espère bien évidemment une victoire lyonnaise. Cette fois-ci, on va s'intéresser, on va aller dans le groupe C, parce que là on était dans le groupe A, celui de Monaco. On est passé par Monaco. Non, pas Monaco. On était dans le groupe F, pardon. On a commencé par Lyon. Là, on va enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Paris défait. On y était. Donc, Paris défait du côté du stade Anfield. 3-2 va vouloir se reprendre. Et ce sera en recevant l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, il faut absolument une victoire pour les Parisiens. Ce sera ce mercredi 3 octobre à partir de 18h55. Alors, qu'a fait l'Étoile Rouge de Belgrade dans son championnat ce week-end, Fred? Ils ont gagné 2-1 dans le championnat serbe. Donc, D'accord. Et tu as leur classement? oui. L'Étoile Rouge est aussi en tête, décidément, avec 28 points au bout de la 10e journée. Voilà, donc des équipes qui arrivent en confiance également. Donc on espère bien évidemment une victoire des hommes de Thomas Tourelle. Bien sûr, des victoires en Coupe d'Europe pour les clubs français, ça rapporte des points UEFA. Ensuite, on va passer au 3e match pour la 3e équipe française, c'est-à-dire Monaco qui se déplacera du côté du Borussia Dortmund à partir de 21h ce mercredi 3 octobre. Ça va être encore un gros match pour les Monégasques, mais ils n'ont pas le choix. Pas très bien en championnat. Perdu le premier match en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid chez eux 2-1. Monaco devra en tous les cas se reprendre et faire un résultat du côté du Borussia Dortmund. D'ailleurs, tu vas pouvoir nous dire, Fred, ce qu'ils ont fait ce week-end Dortmund. Ils ont gagné 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Et puis le Borussia est en tête avec 14 points devant le Bayern Munich et le Hertha Berlin. Donc. Décidément, 3 équipes en pleine confiance. Donc, on espère en tout cas que les clubs français seront armés et enchaîneront, en tout cas pour certains, notamment Lyon, et rapporteront des points, enfin surtout des points pour leur classement, et remporteront 10 victoires. On leur souhaite bien évidemment une bonne chance. Allez, on va passer cette fois-ci à ce qui va se passer du côté de la Ligue Europa, car il y aura aussi des matchs pour nos 3 équipes engagées dans cette compétition, à savoir Bordeaux qui recevra ce jeudi 4 octobre à partir de 18h55 le FC Copenhague. Bon, d'habitude, le FC Copenhague est souvent en Ligue des Champions. Là, cette saison, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Et ils sont en Europa League. Alors tu vas nous dire, Fred, qu'a fait le FC Copenhague peut-être ce week-end, si tu arrives à trouver cette information. Malheureusement, ils ont perdu 2-1, championnat danois. Et au classement, ils sont dans Ils sont deuxième avec 22 points. Eh ben c'est parfait. En tous les cas, on espère une victoire bordelaise. On passe au groupe H ce jeudi 4 octobre également. C'est l'Olympique de Marseille. On verra tout à l'heure ce qu'ils ont fait du côté du stade Pierre-Mauroy de Lille. C'est pour la 8e journée. Mais là, en tout cas, ils vont se déplacer du côté de l'Apollon Limassol à partir de 21h ce jeudi 4 octobre. Pareil, Marseille, ils n'ont pas trop le choix. Ils doivent absolument s'imposer puisqu'ils ont perdu le premier match contre l'Eintracht Francfort. Et ils n'ont pas le choix, les hommes de Rudi Garcia. Il faut absolument s'imposer du côté de Chypre et de l'Apollon Limassol. Qui ont d'ailleurs gagné ce week-end 5-0 dans leur championnat. D'accord, ils se classent combien en ce moment? Donc dans le championnat chypriote, pour ceux qui savent pas. Oui, c'est ça. Ils sont deuxième avec 9 points, avec 3 victoires donc, sur 3. C'est pareil, en pleine confiance également.
Et puis c'est jamais simple d'aller jouer à Chypre. Je me rappelle quelques matchs où les équipes françaises s'étaient inclinées du côté de Chypre. C'est la Coupe d'Europe, hein, donc il faut y aller en mode Notamment contre la Paul guerrier. Nicosie, ça n'a pas été simple. C'est ça, c'était Nicosie. Hein, c'est ça, tu fais bien de le rappeler. Le club de la capitale chypriote, quoi. C'est ça. Et un seul club a réussi lors de cette première journée à s'imposer, c'est Rennes. Et Rennes va se déplacer ce jeudi 4 octobre à partir. Alors attention, hein, c'est un horaire complètement différent. C'est à 16h50 du côté d'Astana pour le compte de la deuxième journée en Europa League. Donc on espère bien évidemment une victoire des hommes de Sabri Lamouchi du côté d'Astana. Mais Rennes a déjà 3 points au compteur avec 6 points. C'est pareil, ils auraient déjà, on va dire, un bon pied dans le prochain futur de cette Europa League. Allez, bon, on a Astana qui ne joue. Ah oui, tiens, qui oui, joue donne-nous pas, le résultat d'Astana. Apparemment, ils n'ont pas joué leur match de championnat de Kazakh, championnat kazakh. Donc ils vont arriver soit frais, soit en manque de compétition. À 16h50. C'est ça, 16h50, donc une rencontre, enfin un horaire en tous les cas un petit peu atypique pour tous les amoureux de football. Je crois que le match du PSG, c'est pas à 19h mercredi. Si, c'est 18h55. Oui, Et on en avait parlé la dernière fois qu'il y avait des horaires à 18h55, c'est même toi qui en avais parlé. On a parlé. parlé la semaine dernière, oui, c'est 18h55 et d'autres horaires à 21h, c'est un peu spécial. Ce qui n'est pas trop mal aussi, c'est oui, ceux qui veulent passer pas. leur soirée devant les matchs de Ligue des Champions. Oui, pourquoi pas. Puisqu'il y aura deux clubs français qui joueront l'un derrière l'autre mercredi. Oui, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que tout est décalé, donc c'est intéressant pour celui qui a envie de suivre tous les matchs. Mais après, il faut avoir 50 000 abonnements parce que avec RMC Sport qui n'est que disponible seulement sur certaines box, ça devient très très compliqué pour suivre les matchs, c'est même un petit peu trop compliqué, et ça sera encore plus compliqué en 2020 avec l'arrivée de Media Pro également qui va reprendre les droits de la Ligue 1. Qui reprendra le relève de Canal+, qui était diffuseur officiel depuis 1985 pour être précis. Canal+ n'aura plus rien du tout en 2020, donc peut-être que d'ici là... Et beIN Sport gardera partiellement la Ligue 1 aussi. Une partie, mais pas beaucoup finalement. Il n'y aura pas beaucoup de matchs. Un ou deux matchs, je crois. Ils ont comme ce qu'a Canal à l'heure actuelle, Canal, en fait. Quoi. Voilà, ça va être 2 par week-end, quoi. Ce que va perdre Canal, c'est beIN qui va le récupérer. Et Media Pro aura tous les autres matchs. Donc il faudra un abonnement à 200 € pour suivre la Ligue 1. Et il faudra rajouter encore 50 € pour suivre la Ligue 2. Enfin bref, ça va faire des abonnements à 300 €. Donc mais on ne sait pas justement pour la Ligue 2 comment il sera attribué aussi. Donc. C'est ça, donc sans doute encore peut-être sur beIN Sport, en tout cas on l'espère. Hein, ou avec Canal peut-être, qui récupérerait peut-être la Ligue 2, peut-être, qui sait. Je sais pas, mais en tout cas ça devient très 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 compliqué et surtout ça coûte de plus en plus cher. Allez, on en a terminé avec cette Coupe d'Europe en espérant bien évidemment que toutes les équipes françaises feront un carton. Bien on sûr, l'espère. Les résultats la semaine prochaine, bien évidemment. Bien sûr, on aura les résultats lundi prochain. Et on va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé en Ligue 1, car il s'est passé des choses ce week-end pour le compte de cette 8e journée. Allez, c'est parti, on envoie la Ligue 1. C'est parti pour la 8e journée en Ligue 1. Bon, Fred, tu as suivi un peu la 8e journée ? Oui, enfin, partiellement, oui. Partiellement, c'est-à-dire, tu as suivi quelques matchs, pas tout hein. Pas tous, puisque samedi, j'étais en Coupe de France. Nous étions à Lons-le-Saunier pour le match de Coupe de France. C'est vrai qu'on avait décidé d'aller suivre le Racing Besançon en déplacement face à une très très belle équipe de Lons-le-Saunier. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission, bien évidemment. Mais là, on va revenir à ce qui s'est passé pour cette 8e journée en Ligue 1. Avec tout d'abord le match du vendredi soir, c'était à 20h45 si je ne me trompe pas, et c'était l'AS Saint-Etienne qui recevait une équipe de Monaco mal en point, et cette équipe monégasque va finalement repartir du stade Geoffroy Guichard avec les mêmes doutes, car elle s'est inclinée 2-0, des buts signés Wabi Kazri à la 41e minute de jeu, Wabi Kazri encore lui à la 54e minute de jeu qui s'offre un doublé. Et je crois que Radamel Falcao a même frappé sur le poteau, si je ne me trompe pas. Donc Monaco n'est vraiment pas verni en ce moment.
Et on va écouter la réaction de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de cette équipe stéphanoise. Il y a eu des occasions de part et d'autre, et il souligne aussi un très très bon Stéphane Ruffier, encore une fois. Et Nasser Chadli, le milieu de terrain de cette équipe de Monaco, lui il dit tout simplement il faut relever la tête, on est dans une passe difficile. Ça existe dans le football. On les écoute tout de suite. En première mi-temps, on a maîtrisé le match, même si Monaco, de temps en temps, a eu des occasions. On avait décidé de jouer, de pas fermer le match. Donc ça a donné un match un peu fou, où il y a eu des occasions de part et d'autre. C'est comme ça qu'on aime le football. En plus, malgré les occasions de Monaco, on a pris 0 but. Ruffier a encore été phénoménal. Tout va bien. Il y a 7 jours de ça, on était 14e, on avait pris 4-0 à Paris, tout le monde s'alarmait. J'avais demandé du temps. Je savais que quand les joueurs majeurs retrouveraient leur niveau et leur forme physique, ça irait beaucoup mieux. Là, en 7 jours, on a pris 9 points et on s'est remis en haut du classement, c'est très bien. Obligatoirement, quand on parle de solidarité, de détermination, de générosité, ce soir, on a fait preuve de tout ça. C'est ce que je demande aux joueurs, devant un tel public, devant des gens qui vibrent avec nous. C'est le minimum syndical. Après, si on y ajoute la qualité du jeu, les occasions, et si on peut marquer des buts, c'est ce que j'aime dans ce métier. On est dans une période difficile, depuis le début de saison, et là il faut redresser la tête au plus vite. On a les matchs qui s'enchaînent, donc on n'a pas trop le temps de s'abattre, et il faut rester la tête haute et travailler dur pour le prochain match. Ouais, il y a certainement aussi un manque de confiance de la part de toute l'équipe, et il faut qu'on travaille, qu'on reste soudés tous ensemble, parce qu'il y a des périodes difficiles dans le football, toujours. Toujours, bien sûr, il y a des périodes difficiles dans le football et dans tous les sports, évidemment. Ce n'est pas toujours tout rose. Et on va s'intéresser justement au classement de ces deux équipes avec pour le moment l'AS Saint-Étienne qui est 4e avec 15 points et son adversaire du jour est pour le moment relégable en étant 18e, en tout cas pas relégable mais barragiste en étant 18e avec 6 points. On va s'intéresser cette fois-ci au match qui avait lieu ce samedi, donc poursuite de cette 8e journée. Bon, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, mais il y a eu une journée dans la semaine dernière. Je vais juste vous donner les résultats avant qu'on passe justement au match du samedi 6 octobre. Avec, pour le compte de la 7e journée, ce mercredi 26 septembre, il y avait eu Monaco-Angers. Donc Angers s'était imposé du côté de Monaco à 1-0. Nice était allé battre Nantes 2-1. Saint-Étienne était allé battre Toulouse 3-2 avec 2 cadeaux offerts par les Toulousains. Marseille avait battu Strasbourg 3-2. Bordeaux avait battu Lille 1-0. Lyon était allé battre Dijon 3-0. Quand Montpellier, ça avait fait 2 buts partout. Nîmes-Guingamp 0 partout. Amiens avait battu Rennes 2-1. Et le Paris Saint-Germain avait fait le score de 4-1, donc le score le plus large de cette 7e journée face au Stade de Reims. On va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé pas ce samedi 6 octobre, là je suis un peu en avance, ce qui s'est passé ce samedi 29 septembre, avec tout d'abord à 17h15 Nice qui ne se déplaçait pas, mais qui recevait plutôt l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Nice qui n'a rien pu faire contre les stars parisiennes, avec tout d'abord le but de Neymar à la 22e minute de jeu, le premier but de Nkoukou, mais le deuxième but de cette équipe parisienne à la 46e minute de jeu, et Neymar qui s'offre un doublé à la 90e, et ça fait un score de 3-0. On va écouter les réactions côté niçois avec Patrick Vieira. Il dit tout simplement en face, il y a des joueurs extraordinaires. Et Thomas Tourel, vous allez l'entendre, il parle de sa tactique et surtout du 3-5-2, car il a essayé autre chose du côté de Nice. Compliqué, quand on perd 3-0, c'est difficile. Mais je crois que sur le match de ce soir, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Je pense que dans l'attitude, ils ont été bien, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On a essayé de leur poser des problèmes et malheureusement, surtout dans le premier quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas réussi à marquer, ce qui nous aurait fait du bien, je pense. Mais après, à partir du moment où ils ont marqué le premier but, ça devenait de plus en plus compliqué pour nous.
Oui, on a pris énormément de risques. C'était de la manière qu'on voulait aborder le match. Je pense que le premier quart d'heure a été très intéressant pour nous, mais malheureusement on n'a pas su marquer ce but dans le premier quart d'heure qui nous aurait fait du bien sur le plan moral, on va dire. Et puis après, on savait qu'avec la qualité qu'ils avaient, qu'ils allaient s'en sortir sur 2-3 situations. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont créé des occasions, ils ont réussi à marquer. Et à partir du moment où ils ont marqué, ils ont eu la maîtrise technique. Et là, c'était vraiment difficile pour nous de les mettre sur pression. On a essayé d'aller les chercher haut, mais c'est ce que j'ai dit, je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à mes joueurs. On a essayé de mettre notre plan en jeu, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des joueurs extraordinaires en face. Au début, j'appréciais beaucoup que les joueurs ont confiance en moi et en mes idées. Et pour moi, c'était important pour le troisième match dans cette semaine, samedi, mercredi et dimanche, mercredi et samedi, d'avoir une tactique, une structure pour aider les joueurs de jouer contre le 3 ou 5 joueurs à Nice. Et Nice est très très fort et très très courageux avec les ballons. Et pour ça, je ne voulais pas que mon équipe doit courir beaucoup de phases sans ballon. Et pour ça, nous avons changé, joué avec 3 et 2 joueurs en avant, 3-2. Et ça, c'était les joueurs Sivan. Ils étaient très très ouverts, très ouverts pour cette idée. Nous avons fait un entraînement hier. Oui, nous avons fait un but. C'est bon pour notre confiance. Et après ça, nous avons contrôlé et c'était mérité. C'était mérité pour Thomas Tuchel avec ce fameux 3-5-2. On verra si il va justement mettre cette tactique à profit lors de la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Eh bien, Fred, est-ce que tu sais que le Paris Saint-Germain a quand même tenté le coup pour Ronaldo ? Ah non, je ne savais Tu savais pas? Eh bien si, alors tu n'es pas sans savoir que Ronaldo a quitté les Merengues cet été. Ah, ça c'est vrai, ça. Alors une transaction qui est estimée à peu près 100 millions d'euros. On n'est pas 1 ou 2 millions près, même si on se trompe, à 100 millions d'euros. Mais c'est vrai que Ronaldo a été passablement agacé déjà par ses problèmes avec le fisc espagnol. Mais enfin bon, voilà, quand on ne paye pas ses impôts, il faut aussi s'attendre à ce que le fisc, que ce soit espagnol ou tous les autres fiscs, viennent récupérer l'argent dû, et c'est tout à fait normal. Alors c'est vrai qu'il a été frustré par cette affaire, mais il a surtout été déçu par le manque de soutien du Real de Madrid. Alors c'est vrai que CR7 aurait bien aimé que le club espagnol s'occupe justement de l'histoire du fisc pour lui, comme le FC Barcelone l'a fait avec Lionel Messi. Mais c'est pas fini. Ronaldo a été aussi énervé par la proposition de prolongation des Merengues à cause justement de la jalousie, sans doute, des salaires perçus par Lionel Messi à Barcelone et Neymar à Paris. Voilà ce qu'il a dit. C'est un manque de respect que moi, le Ballon d'Or, je gagne moins que Messi et Neymar. Ce n'est pas une question d'argent, c'est le statut. Le respect aurait-il lancé. Alors c'est vrai qu'il ne se sentait pas forcément apprécié à sa juste valeur du côté du Real de Madrid, en étant toujours relégué comme le deuxième meilleur joueur de l'histoire du Real derrière Alfredo Di Stefano. Mais c'est vrai que ces raisons ont poussé Ronaldo à quitter, bien sûr, comme on le sait tous, le Real pour la Juve. Mais c'est vrai que la vieille dame n'a pas été la seule à tenter sa chance pour acquérir Ronaldo. Et il était également pissé par le Milan AC. Donc le Portugais a fait l'objet d'une approche du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le champion de France en titre était intéressé par la venue de CR7, mais il avait fixé une seule condition. Cette transaction devait avoir lieu le 31 août. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, le dernier jour du mercato d'été. Alors, pourquoi cette raison ? Tu vas me poser cette question, je suis persuadé. Alors, le PSG voulait éviter une vengeance du Real avec une offensive sur Kylian Mbappé ou Neymar. Alors, c'est vrai que cette hypothèse
incertaine. On va dire que on pouvait estimer que cette hypothèse était incertaine et séduit par une aventure en Italie. C'est vrai que Ronaldo aurait rapidement écarté cette possibilité. Bon, même limité par le fair play financier imposé par l'UEFA. C'est vrai que Paris, bien sûr, a bien fait de tenter le coup, mais en tous les cas, ça n'a pas été Du coup, fructueux. Neymar et Mbappé sont restés au PSG. Du coup. C'est ça. Et Ronaldo est parti du côté de la Juve. Mais s'il y avait eu un Neymar, Mbappé et Ronaldo, bon, bah là, je pense que. Avec Benzema en plus, ça aurait été Peut-être pas assez Benzema, ça aurait fait intéressant. peut-être un peu plus compliqué. Ils auraient peut-être pas lâché tout le monde non plus du côté du Real de Madrid. Mais tout ça au PSG, oui, ça aurait peut-être fait une belle équipe. Ouais, ça aurait fait une belle équipe. Enfin bref, c'était un petit aparté, vu qu'on parlait du Paris Saint-Germain. Je trouvais l'info assez sympa de chez nos confrères de maxifoot.fr. On part direction les rencontres qui avaient lieu ce samedi à partir de 20h et on va commencer justement par l'Olympique Lyonnais qui sera en piste en Ligue des Champions cette semaine et qui recevait le Nantes de Miguel Cardozo qui lui était sur la sellette peut-être en cas de défaite. Enfin bref, on sait que Vahid Halilovic rôde dans les parages. Apparemment, ce serait officiel, donc ce serait quasiment officiel qu'il prenne sa place. L'officialisation doit se faire dans la soirée ou demain. Même. Donc, on aura l'officialisation dans les jours qui viennent. Bon, c'est vrai qu'on entendait souvent parler de l'ancienne gloire du FC Nantes, c'est-à-dire Vahid Dans les années Halilovic. 80, pour être Oui, précis. dans les années 80. Donc, qui va sans doute revenir du côté de Nantes. Décidément, il ne garde pas des bons souvenirs des entraîneurs portugais. C'est pas. Avec Conceição qui est parti, Miguel Cardozo qui est arrivé. Bon, après. Surtout que ça a plutôt pas trop mal brillé dans les clubs où il était comme coach entre Lille, le PSG. Pour Vahid. Oui, pour Vahid, oui. Donc on verra ce que ça donnera. Mais là, Nantes était opposé à Lyon avec tout d'abord, c'est Lyon qui ouvre le score par Oussem Aouar à la 22e minute de jeu, avant que Gabriel Bochila à la 62e minute de jeu n'inscrive un très très joli but. Et ça a fait un but partout. On va écouter les réactions de Bruno Genesio qui lui, il n'est pas forcément content car comme il dit, on le rabâche souvent avant les matchs de Ligue des Champions. Oui, il y a une forme... pas une forme de décompression, mais comment on pourrait appeler ça? On va dire, on fait peut-être les efforts, on fait peut-être un peu moins d'efforts justement avant ce match des Ligue des Champions. On en garde un peu sous la semelle, comme on pourrait dire. Mais ça, Bruno Genesio, ça l'énerve un petit peu. Et on va écouter le milieu nantais Valentin Rongier qui lui dit, au sujet, il parle un peu de l'entraîneur aussi également. On perd ensemble et on gagne ensemble. Et on va les écouter tout de suite. Oui, plus qu'un peu. Parce que lorsqu'on reçoit une équipe mal classée qui a été en grande difficulté, on se doit de faire mieux. Le résultat, il est ce qu'il est, c'est pas forcément le résultat qui est décevant, c'est le contenu qui nous a pas permis de faire mieux dans le résultat. Un peu les mêmes constats qu'avant un match, avant le match de Manchester City par exemple. Voilà, donc de bonnes choses quand on a eu le ballon, des choses beaucoup moins bonnes, pour pas dire plus, lorsqu'on l'a perdu. C'est pas la peine d'avoir un diplôme d'entraîneur pour voir ce qui s'est passé, notamment en première mi-temps. Donc, à un moment donné, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Si on le fait pas, c'est qu'on n'est pas conscient de la situation. Je pense pas, parce que de toute façon, même si on avait ouvert le score, on sentait bien que l'équipe nantaise nous dominait dans le jeu, nous gagnait les duels, se créait des occasions assez facilement à chaque fois qu'on perdait le ballon. Et à un moment donné, le football vous sanctionne. Quand vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour l'emporter, on est toujours puni dans le football. Depuis le début de l'année, on est soudés. Et comme je l'ai dit, quoi qu'il se passe autour, on travaille toujours. Et le coach a préparé le match comme si c'était son premier match, de manière très professionnelle, et tous les joueurs aussi. Mais on est tous ensemble. Quand ça va mal, on est tous ensemble, et quand ça va bien, on est tous ensemble aussi. Et je pense que c'est cette solidarité qui va faire notre force cette saison. Et quoi qu'il arrive, on est tous ensemble. On est dans le même bateau, et quand on perd ensemble. Quand on gagne ensemble. Eh bien, bientôt plus tous ensemble pour Valentin Rongier, car son entraîneur, Miguel Cardozo, va sans doute quitter le club. On l'a dit avec Fred il y a peu de temps. Vahid Halilovic, ça serait presque officiel. On attend juste l'officialisation de son arrivée sur le banc du FC Nantes.
On va s'intéresser cette fois-ci à Guingamp. Guingamp qui se déplaçait à Angers. Guingamp qui a obtenu son premier point du côté de Nîmes, du côté du stade des Costières. Un stade où il n'est pas facile justement de prendre des points en ce moment. Eh bien, c'est Guingamp qui va aller s'imposer du côté d'Angers par la plus petite des marges, mais ça suffit, c'est 3 points par justement Nicolas Bénézet à la 45e minute de jeu et qui va offrir 3 points très précieux à cette équipe de Guingamp qui est actuellement... je vous donnerai le classement juste après. Allez, on va écouter justement les réactions, la réaction de Stéphane Moulin qui lui est forcément déçu. Il dit simplement qu'ils ont dépassé 3 fois le milieu de terrain dans cette partie, dans cette première mi-temps. Et Étienne Didot et également Comboiré, bien évidemment les deux sont très contents, mais Comboiré dit « Je suis content pour les joueurs car jusqu'à maintenant, en fait, on avait tout foiré. » On a une emprise totale sur le match dans la première mi-temps et on rentre mené à 1-0. Ils ont dépassé 3 fois le milieu de terrain en première mi-temps. Donc je crois que sur le seul tir, quand on a autant l'emprise sur le jeu qu'on l'a eu en première mi-temps, il faut réussir à concrétiser et c'est l'inverse qui s'est produit. Donc évidemment pour eux c'est extraordinaire de se retrouver devant la mi-temps, complètement injustifié mais extraordinaire. Et puis la seconde période par contre devient évidemment plus difficile pour nous parce que logiquement on se découvre pour revenir au score, on se déséquilibre et on se fait contrer quasiment systématiquement. On n'a pas pris cette équipe à la légère, les joueurs ont fait les efforts, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient ce soir, mais ça n'a pas suffi tout simplement. On n'a pas réussi à trouver la solution. On a changé tactiquement, on a essayé de passer par les côtés pour pouvoir ensuite adresser des centres là, je pense, où on avait la possibilité de revenir et on a eu plusieurs situations qui auraient dû se concrétiser par des occasions, où on a trouvé très facilement Cherendoy pour des remises, mais après autour on n'a pas été assez mobile, on n'a pas senti assez les coups et c'est dommage parce qu'il y avait largement le moyen, je pense, de trouver l'ouverture. Être costaud mentalement parce qu'un début de saison comme ça c'est pas souvent dans une carrière. Ce soir on a fait preuve vraiment d'un état d'esprit énorme et il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir et c'est nos valeurs, donc voilà, on les a retrouvées et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats. Oui, parce que je vois mes joueurs très heureux, donc forcément que je suis content de voir des sourires, je suis content de voir donc des joueurs qu'on peut crier enfin, donc faire sortir donc toute la frustration qu'ils avaient donc accumulée depuis ce début de saison, tous ces matchs qu'on avait foirés, c'est le mot. C'est le mot pour Antoine Comboiré, foiré. Donc on va garder le mot du coach. Mais en tout cas, cette équipe de Guingamp est 20e avec 4 points, mais elle n'est plus, on va dire qu'à 2 points de Monaco qui est 18e, ou même à 3 points d'Amiens qui est 17e. Elle a un peu inversé la spirale négative. Donc on va s'intéresser cette fois-ci, oui je vous ai pas donné le classement d'Angers, vous avez raison. 11e Angers avec 10 points. On va se diriger cette fois-ci du côté du stade Malherbe de Caen qui recevait l'équipe de Christophe Pélissier, c'est-à-dire Amiens. Et c'est finalement Ninga à la 40e qui va inscrire le seul but de cette partie sur penalty. Et c'est une victoire pour les hommes de Fabien Mercadal, 1-0. On va écouter la réaction justement de Claudio Beauvu qui lui dit certains joueurs n'ont peut-être pas forcément l'expérience, mais oui, c'est vrai, et il faut résister à la pression. Et du côté d'Amiens, en fait, il n'y avait pas de réaction. On va écouter la seule réaction du côté de Caen. Ouais, c'est vrai qu'on était à la recherche de cette première victoire à domicile. On avait hâte. On a fait de bons contenus, on va dire, des mi-temps assez intéressantes, d'autres moins. Et voilà, sur ce troisième match, on avait vraiment envie de remporter les 3 points, comme je l'ai dit dans la semaine, quitte à être dégueulasse. C'est vrai que voilà, on a un groupe jeune. À un moment donné, je pense que voilà, sur cette deuxième mi-temps, l'expérience a fait que certains justement qui ne l'ont pas ont commencé à avec cette pression du résultat qui était très importante pour tout le groupe, on va dire un peu reculer,
à laisser cette équipe d'Amiens, alors qu'ils étaient, on va dire, pendant 20 minutes, il me semble, à 10, maîtriser un peu plus le jeu que nous, alors que ça devait être le contraire. Mais bon, on va dire que c'est une première étape et qu'il faut toujours passer par là pour pouvoir construire quelque chose de grand. Et oui, c'était Claudio Beauvu, l'attaquant de Caen, qui est revenu cette saison dans le championnat de France. Et en tous les cas, c'est une belle retrouvaille. C'est un très bon attaquant pour cette équipe caennaise. Et surtout un garçon d'expérience. Et quand, comme il le disait, quand on entoure une jeune équipe, c'est important d'avoir des joueurs un petit peu plus anciens et qui ont surtout l'expérience pour justement canaliser les plus jeunes dans les moments forts et dans les moments faibles aussi d'une rencontre. C'est très important. On va aller direction Strasbourg cette fois-ci. On part du côté de la Méno pour suivre justement la rencontre entre Strasbourg et Dijon. Eh bien, Strasbourg s'impose assez largement dans cette rencontre, 3-0. Et ça commence par Nuno Dacosta à la 13e minute de jeu. Ensuite, à la 81e, c'est Motiba qui va inscrire le second but pour cette équipe de Strasbourg. Et c'est finalement le Bisontin, Jonas Martin, qui à la 90e minute de jeu inscrit son but enfin, lui qui tourne autour depuis pas mal de temps. Il a enfin marqué. On va tout d'abord écouter les réactions de Thierry Lauré, qui lui, en tout cas, est un peu peiné pour son adversaire, car il dit simplement que Dijon ne mérite pas le 3e but, car c'est une équipe qui joue, qui ne ferme pas le jeu. Et de Olivier Dalloglio, l'entraîneur dijonnais, lui dit on prend des buts à la... Bon, je le laisserai dire, vous écouterez à l'interview. On est devenu un peu les spécialistes. C'est un bon match, c'est un match qui doit nous permettre de prendre confiance encore plus en nos qualités et donc d'avancer dans le championnat. C'était bien entamé. Et après, il fallait bien gérer cette équipe de Dijon, notamment les coups de pied arrêtés, parce que c'est une des premières fois où on a une équipe qui était beaucoup plus athlétique que nous. Donc, fallait vraiment faire attention à ça. Pas concéder trop de fautes, faire attention à la vitesse de Keita, qui nous avait fait très très mal en amical en début de saison. Donc voilà, après, on a surtout bien cherché à verrouiller et après, sur la fin, c'est vrai qu'on a accentué le score, mais je dirais même que le 3e but est peut-être en trop pour l'équipe dijonnaise, parce que 3-0, ça fait cher payer pour une équipe qui n'a jamais fermé le jeu. C'est comme ça, hein, c'est d'actualité. À ce moment, on n'avance pas, on prend des buts, on a du mal à marquer. Donc, tout à fait logique ce qui arrive en ce moment. Donc, on va surtout... pas s'alarmer plus que ça, parce que ça sert à rien. On va courber les chines aussi. Et puis après, la somme de détails qui nous reste à régler, petit à petit, il va falloir les régler. C'est à la fois des détails techniques. On va essayer de régler ça aussi avec des pertes de balles un peu naïves, qui nous coûtent très cher. C'est à la fois parfois un manque de compréhension les uns avec les autres. Ça, c'est de mon ressort. Voilà, il va falloir y bosser dessus. Et puis après, à éviter de prendre des buts à la con, quoi, aussi. Parce que ça fait mal, parce que derrière, il faut réagir. Et nous, en ce moment, on est devenus les spécialistes. Si Strasbourg nous l'a mis au fond, c'est qu'il y avait certainement l'espace pour la mettre. Et nous, en ce moment, les espaces, on les gère pas très bien. Et oui, c'était la réaction d'Olivier Dalloglio. Oui, c'est des buts à la... Vous avez compris ce qu'il a, en tout cas ce qu'il a dit, parce qu'il a dit clairement. On va écouter la réaction du Bisontin Jonas Martin, qui lui, bien évidemment, ça fait un moment qu'il tente des frappes, qu'il essaie, et qu'il n'est pas très loin de marquer ce but. Et enfin, ce but est arrivé. Et tu sais ce qui s'est passé, Fred, dans ce match? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé, qui est arrivé à Jonas Martin? Donc toi qui as suivi un peu la Ligue 1, tu devrais le savoir. Non, pas trop. Maintenant, samedi soir, j'ai pas pu regarder le match. T'as pas pu regarder samedi soir? Multiplex, non, j'ai pas pu regarder. T'as pas regardé le lendemain? T'as pas suivi un peu ce qui s'était passé? Non, pas trop. Non, tu regardes pas l'émission sur Bein Sport? Non, tu regardes pas? Je préfère regarder plus les matchs en direct que... Ah non, mais là, c'est le dimanche matin, c'est tous les matchs, ils repassent. Ah non, j'ai pas regardé. Un peu comme faisait Téléfoot à l'époque. Là, c'est sur Bein Sport, ils repassent tous les matchs de la soirée. Ah non, je regardais pas hier matin. À partir de 10h, c'est Florian Janton et puis Luis Fernandez qui font justement
qui font justement le résumé de toutes ces rencontres et c'est assez sympa d'ailleurs. Et bien justement, ils ont reçu Jonas Martin et en fait on va l'écouter. Et après le but, en fait, il a déchiré son maillot pas de frustration, mais ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué et il a déchiré son maillot. Vous allez l'écouter à l'instant. On sait qu'on doit. On sait que de toute façon dans le championnat il n'y aura pas de match facile, donc on a bien entamé le match, on est récompensé par ce but. Après je pense qu'on a fait le dos rond pendant quelques temps et on a réussi à mettre ce deuxième qui nous a libérés. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris de but à domicile, ça faisait je pense très longtemps. Et on a la chance d'en mettre 3, ça fait 2 matchs à domicile qu'on en met 3, donc ça prouve qu'on a une bonne qualité offensive. Si en plus de ça on est plus solide défensivement, c'est parfait. Ouais, après faut pas s'enflammer du tout, mais c'est vrai qu'on voulait réagir après le but concédé dans les arrêts de jeu à Marseille. On voulait faire une série, malheureusement elle s'est arrêtée mercredi. On redémarre là avant la trêve, ce serait de bon augure pour avant les vacances de ramener au moins un point face à une équipe qui va être à mon avis peu semblable à cette équipe de Dijon, donc non, c'est bien, c'est une soirée positive, c'est bien pour la confiance. Nos attaquants ils ont marqué, on n'a pas pris de but, quasi parfait. Pas voulu, c'est vrai que parce que depuis le début de saison j'en ai quasiment une par match comme ça et j'arrive pas à la mettre, donc je m'en voulais énormément parce que je pense que ce premier but de la saison va me libérer aussi. Et voilà, j'ai pas réussi à contrôler ma frustration, j'ai déchiré le maillot. Heureusement que l'intendant avait pris le deuxième sur le banc, j'ai pu le changer. Tu as ta réponse, Fred. Il a déchiré son maillot. Mais c'est vrai qu'heureusement, comme il le dit, que l'intendant avait un deuxième jeu de maillot. Généralement, ils en ont toujours un second. Mais là, s'il l'avait oublié, ça aurait été compliqué. Imagine, il n'y a plus de maillot. L'arbitre, il aurait... Oui. Il ne peut plus jouer, non, mais il est obligé de sortir. Donc, il sera obligé d'être remplacé. Exactement. Quoi. Donc, des fois, c'est ça. C'est de l'humain aussi. Il était tellement content de marquer parce que ça fait un moment que c'est vrai que... Tout ce qui enlève... si un joueur enlève le maillot, c'est un carton immédiatement. Oui, mais là, il ne l'a pas enlevé, il l'a déchiré. Donc, il était ouvert donc, il était ouvert sur le ventre. Et en fait, il ne l'a pas enlevé, il l'a juste déchiré. Je pense que l'arbitre a dû lui dire changez votre maillot. Après, oui, il fallait qu'il change de maillot parce qu'il ne pouvait pas jouer avec le ventre nu, on va dire. Allez, on va cette fois-ci se diriger, on va continuer notre chemin en Ligue 1 avec Reims-Bordeaux. Mais là, il n'y a pas eu de but. Je ne vous ai pas donné le classement. Oui, je vais vous donner le classement quand même de cette équipe de Strasbourg et Dijon. Strasbourg est actuellement 8e avec 11 points alors que Dijon est 12e avec 10 points. On va regarder maintenant ce qui s'est passé entre Reims et Bordeaux. Et comme je vous le disais, pas de but dans cette rencontre, 0 partout. Et c'était un beau match, même s'il n'y a pas eu de but. Il y a eu des actions de part et d'autre. Et on va écouter la réaction de David Guillon, l'entraîneur du Stade de Reims, qui lui est forcément déçu. Mais il a quand même affronté une équipe de Bordeaux qui a été très costaud. Et de Eric Bédoué, comme il dit, je me serais contenté du nul, mais en fait, les joueurs voulaient la victoire. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il aurait voulu en fin de match faire rentrer des renforts, des remplaçants défensifs, et en fait, il a joué plutôt l'offensif parce qu'il a senti que les joueurs voulaient aller chercher la victoire, et en tout cas, c'est une bonne chose. En tout cas d'évoluer et d'aller de l'avant, car ce qui est important c'est de marquer des buts et puis aussi donner un petit peu de spectacle aussi, pas un petit peu, beaucoup aussi de spectacle aux supporters et aux spectateurs qui viennent nombreux dans les stades. Et on va les écouter tout de suite tous les deux. Bien sûr, il y a la déception parce que, comme je l'ai déjà dit, on est tous des compétiteurs et puis on voulait vraiment offrir les 3 points à notre public. Donc les joueurs étaient vraiment très déçus. Maintenant, comme je leur ai dit, par rapport à leur investissement durant la totalité du match et puis leur engagement, je les ai trouvés vraiment dans leur partie. Donc là-dessus, j'ai vraiment rien à leur reprocher. Et voilà, je trouve qu'on a fait un match comme on le fait depuis le début de la saison, avec encore une fois énormément de solidarité. Mais voilà, on a encore pêché dans le domaine de la finition. C'est vrai qu'on ne s'est pas créé non plus énormément d'occasions, mais celles-ci, elles étaient plus que franches. Et voilà, il faut souligner aussi qu'en face, on avait une très belle équipe défensive de Bordeaux.
qui a beaucoup de qualité et puis qui nous a pas laissé beaucoup de place pour exploiter la moindre opportunité. Alors, on a tout fait pour essayer de remporter ce match, comme d'ailleurs Reims. Je crois qu'on n'a pas calculé pour essayer de prendre un point ou tout ça. On essayait de gagner. Reims a essayé de gagner, donc c'était un match ouvert. Même à la fin, moi, j'aurais peut-être pas joué comme ça en prenant des risques. Peut-être que je me serais contenté du point, puis voilà. Mais les joueurs, ont voulu tenter jusqu'au bout, et tant mieux. C'est bien. Donc voilà, donc c'est bien. Mais il fallait faire tourner absolument. Il faut jusqu'au mois de décembre. C'est comme ça pour nous. Il y a pas le. Et puis tant mieux pour les joueurs, ça permet aux joueurs de voir des joueurs, de voir certains jeunes, et c'est bien. C'est vrai, comme le dit Eric Baidouet, il faut tourner car Bordeaux va avoir beaucoup de matchs cette saison et c'est bien aussi pour les jeunes car il faut faire jouer les jeunes joueurs. Tous les clubs forment des jeunes, il faut surtout les faire jouer. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure quand on parlera de Sochaux car j'aimerais voir un petit peu plus de jeunes joueurs du FCSM alignés dans cette équipe sochalienne. On en reparlera. On va s'intéresser aux 3 rencontres qui avaient lieu ce dimanche. On commence par le Stade Rennais qui recevait Toulouse. Et bien sûr, le Stade Rennais voulait s'imposer dans cette rencontre, mais finalement, ils ont ouvert la marque par Mbaye Niang à la 70e sur penalty, mais c'est finalement Todibo à la 87e minute de jeu qui va égaliser pour cette équipe de Toulouse. Toulouse qui vient prendre un point du côté du Stade de Rennes. Ce n'est pas forcément une belle performance pour les hommes de Sabri Lamouchi. On va l'écouter, Sabri Lamouchi, qui lui dit simplement on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, car on a eu les occasions dans cette rencontre pour l'emporter. Et Christopher Julien, le défenseur de Toulouse, qui lui parle de l'arbitre, parce qu'il s'est passé un drôle de phénomène, et puis également du VAR. Vous allez... Non, il y a des années comme ça, il y a des moments comme ça. Et puis, effectivement, une fois de plus, on pense avoir fait le plus dur et c'est pas le cas, malgré les nombreuses occasions qu'on a, malgré notre supériorité numérique. On n'a pas réussi à se mettre à l'abri plus tôt, on n'a pas réussi à rester haut, on n'a pas réussi à aller chercher cette victoire et on a filé 2 points précieux dans la période et la situation actuelle. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes puisqu'on se crée des occasions, on a de nombreuses situations, mauvais choix, manque de réussite et 3-4 arrêts exceptionnels des gardiens adverses. Donc ça fait mais malgré cela, si on ne peut pas mettre le deuxième, on ne doit pas prendre ce but. Écoutez, depuis le début de la saison, le VAR, il a toujours marché contre nous. Il a toujours marché contre nous. Il y a toujours des décisions qui sont revenues sur nous. Je ne vais pas critiquer le VAR, parce que voilà, ça apporte un peu la justice sur le terrain. Parce que ça aurait marché aujourd'hui, ça nous aurait rendu beaucoup de services. Mais voilà, je n'ai pas trop compris, parce que l'arbitre est venu, moi il me dit sur le penalty, il dit écoutez, je ne peux pas revenir sur ma décision. Le VAR ne marche pas, votre défenseur a pris le ballon, mais il y a penalty. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Franchement, j'ai pas critiqué. Oui, nous on est critiqué de jour en jour, chaque match on est critiqué, mais quand il y a des choses comme ça, franchement, il faut dire quelque chose parce que c'est juste incroyable. Regardez dans les yeux, il m'a dit ouvertement, il prend le ballon, mais il y a penalty. Écoutez, il faut m'expliquer. Je pense que toute l'équipe est au courant de ça et a été au courant de ça et on a pris un peu cette injustice comme force, et ce qui nous a permis de revenir sur le match, mais voilà, c'est franchement j'ai pas grand chose à dire en fait. Oui, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit peu bizarre cette histoire. L'arbitre qui dit à Christopher Julien, qui aurait dit à Christopher Julien, eh bien en fait il prend le ballon, mais je siffle penalty. C'est un petit peu étrange, mais bon, voilà, on a la version du joueur, mais pas forcément celle de l'arbitre. La VAR, non, justement, le VAR ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Donc c'est peut-être une première défaillance. Ah, on t'entendait pas. Fred, j'avais pas mis ton micro. Et c'est vrai que oui, c'est une première défaillance en tous les cas. Oui. Au passage, le VAR sera utilisé pour la prochaine Ligue des Champions. C'est ça, tu fais bien de le souligner. Et pour l'Euro 2020. C'est vrai.
C'est vrai, ça va venir de plus en plus. L'Euro 2020 qui se déroule dans plusieurs pays à la fois, pour un rappel aussi. Ça va venir de plus en plus et c'est en tous les cas une bonne chose. On va s'intéresser cette fois-ci au derby, le derby du sud de la France entre Montpellier et Nîmes. Montpellier-Nîmes, 50 km entre les deux villes. Tout à fait, oui. C'est ça, 50 km, donc un vrai derby. En plus, les deux clubs ne s'aiment pas. Et quelques petits incidents en plus. Oui, on va en parler justement après, mais avant de vous donner le score, Montpellier qui a battu largement cette équipe de Nîmes, Nîmes qu'on n'a pas reconnue, méconnaissable cette équipe nîmoise. Qui avait lors de bien cette démarré la rencontre. saison d'ailleurs. en plus, Oui, Nîmes. qui jouait très bien, qui était agressive et tout, dans le bon sens du terme. Et là, rien, on ne l'a pas reconnu du côté de Montpellier. Et c'est Oyongo à la 28e minute de jeu qui ouvre le score de cette équipe de Montpellier. Ensuite, imité par Andy Delors à la 45e sur penalty. Et c'est finalement Gaëtan Laborde à la 78e minute de jeu qui va clore le score pour cette équipe de Montpellier qui mène 3-0. Et à ce moment-là, eh bien, les supporters montpelliérains, et non pas C'est au moment nîmois, du troisième but que ça c'est s'est ça. tout Au moment déclenché. du troisième but, les supporters montpelliérains ont commencé à descendre sur le terrain. Alors pour quelle raison? Une partie de la tribune qui est partie avec. C'est ça, une partie de la tribune qui commençait à descendre. Donc, bien sûr, les stadiers sont arrivés. Ensuite, les CRS sont arrivés. Le match a été interrompu 2 fois de suite. Quand Ouais. même, 2 fois de suite. Donc, c'est quand même un petit peu incompréhensible quand même de descendre sur un terrain. Ça ne me viendrait même pas l'idée de descendre sur un terrain. Mais en tous les cas, ce qui est quand même dommageable, c'est quand ton équipe mène 3-0. S'ils étaient encore descendus encore plus sur les terrains, il y avait match perdu sur tapis vert et puis match donné à cette équipe de Nîmes, alors que Nîmes dans cette rencontre n'avait rien montré, donc ça n'aurait pas été juste, mais il faut quand même savoir que les supporters peuvent faire perdre leur propre équipe et ça je trouve ça quand même un petit peu lamentable. Et du coup, la commission de discipline qui s'est réunie aujourd'hui, qui a condamné le club déjà à ce que les supporters ne se déplaceront plus pour le moment à l'extérieur. Il n'y aura plus de Il n'y aura parquage. plus de déplacement Il d'autorité. n'y aura plus de parquage montpelliérain dans les Voilà. futurs matchs à l'extérieur. Déplacement fini. Oui. Pour l'instant. Et puis, il y aura une partie d'une tribune du stade de la Mosson qui sera fermée. Donc. Alors, on va écouter tout de suite la réaction de Laurent Nicolin, le président de cette équipe de Montpellier. Et après, on en reparlera. Pierre Ménès a aussi dit des choses hier soir dans le CFC. Ça a failli coûter cher, ça me coûtera cher, je sais pas. Je suis allé voir les supporters pour essayer je connais de se calmer. Il y a 3-0, je veux dire, la victoire était acquise, donc ça ne servait à rien de faire quoi que ce soit. Après, la seule chose que je précise, malgré ce qu'il y a eu, ce qui peut choquer, j'ai bien entendu, il n'y a jamais eu envahissement du terrain. Jamais un joueur a eu son intégrité physique mise en danger. Donc ça, je sais, les forces de sécurité du club ont arrêté ce qu'il fallait arrêter, donc je tiens à le préciser. Et pour la première intrusion, c'était une porte de sortie, une bâche de sortie qui a cassé sous le... Donc ils n'ont pas voulu rentrer au premier coup, ça a cassé, donc un peu comme ça avait fait. Et heureusement, je sais qu'il y a 2 blessés, j'espère que c'est pas grave. Il y a 2 blessés, j'espère que c'est pas grave. On l'espère également et on va justement revenir sur ce qu'a dit Pierre Ménès qui a allumé Laurent Nicolin. Alors, on a entendu ce qu'a dit Laurent Nicolin. Il a répété aussi, on est dans le sud, c'est le folklore, on aime bien faire durer. Bon, ça n'a pas fait rire du tout Pierre Ménès qui lui a répondu en disant c'est le mal du foot français, tous les présidents protègent leurs supporters et quand il y a des incidents ailleurs, ils gueulent comme des putois. Donc Laurent Nicolin pense qu'ils ne vont pas avoir de sanctions, c'est ce qu'on disait là, c'est ce qu'il disait, mais il se met le doigt dans l'œil, ils vont manger grave, il faut que les présidents des clubs français aient des corones, on va le dire en espagnol, car il va y avoir un mort, a prévenu Ménès. Donc chacun se fera son avis. En tout cas, comme tu le disais, Fred, les sanctions sont tombées pour justement... Mais apparemment, ce n'est pas fini. Il y aurait peut-être d'autres sanctions à suivre. Donc. On verra ça. En tous les cas, on va s'intéresser cette fois-ci à la dernière rencontre de cette Ligue 1 avec Lille qui recevait l'Olympique de Marseille. Et c'était une mauvaise soirée pour l'Olympique de Marseille qui s'incline à 3-0 du côté du stade Pierre-Mauroy. Et ça commence par Nicolas Pepe à la 65e minute de jeu. C'est un peu une histoire de penalty qui inscrit le but sur penalty. Ensuite, bien imité par Jonathan Bamba à la 86e minute de jeu sur penalty, alors que Marseille a eu les occasions en seconde période pour revenir au score. Et c'est finalement un doublé de Jonathan Bamba, 89e, qui donne la victoire aux hommes
Christophe Galtier, oui, j'étais en train de chercher. J'étais resté sur David Guillon tout à l'heure, mais non, c'est bien évidemment Christophe Galtier qu'on va entendre, et également Rudy Garcia. Rudy Garcia qui dit ce n'est qu'une défaite, et puis bien évidemment Christophe Galtier, et lui, il est quand même plus que satisfait de la tournure des événements. On a joué Marseille, même si c'était Marseille, et je veux qu'on retienne ça, Marseille est quand même très diminué. Mais à mes yeux, il était très important, évidemment, de gagner après l'entre-défaite à Bordeaux, de continuer à gagner à domicile, et surtout de gagner contre une grande équipe. Une grosse équipe, parce que c'est une grosse équipe du championnat, même si elle a été très diminuée. Elle a été diminuée parce qu'il y avait des absents, mais elle a été diminuée parce qu'il y avait de très bons joueurs sur le banc. Après, évidemment, quand ils sont rentrés, il y a des changements avec des atouts très importants, et ça nous a mis un peu... ça a pu nous mettre un peu en difficulté en deuxième période. Je crois que à la fois sur la première et à partir du moment où on a ouvert le score, notre victoire est méritée. On a su contourner le problème qui nous avait été posé par le problème que nous a posé l'Olympique de Marseille sur la manière dont on pouvait évoluer, la manière dont on pouvait aussi animer notre jeu. On a vu, et j'ai vu rapidement évidemment qu'ils avaient travaillé sur ce plan-là. Il a fallu actionner le plan B. Le plan B a bien fonctionné en deuxième période, et le plan B, je le garderai évidemment pour moi. Et je crois qu'on a marqué des beaux buts, on a eu des pénaltys qui ont été des vraies situations. Et je félicite mon groupe, tout mon groupe, évidemment ceux qui ont joué, qui ont fait les efforts, ceux qui sont rentrés, mais tout mon groupe, parce que sur cette semaine à 3 matchs, il y a eu un réel investissement de tout le monde pour être performant. Non, je pense que l'addition est lourde. Je pense que tant qu'on a été dans notre plan de jeu, de bien défendre, de ne pas laisser d'espace à cette équipe de Lille, on n'était pas spécialement en danger, on l'a vu sur la première période. Le problème, c'est qu'il aurait fallu marquer les premiers, et on les a vus, et les situations. Adonjic face à face avec Maignan, Flo Thauvin aussi. En début de deuxième, on a Ocampos qui centre pas pour Thauvin, on a Thauvin qui reprend pas le centre de Strootman. On a eu assez de ballons pour marquer et confirmer notre plan de jeu. Ça devient compliqué quand Lille mène au score et qu'on est obligé de s'ouvrir, parce qu'on sait très bien qu'ils vont vite et qu'ils excellent dans les contres. C'est exactement ce qui s'est passé ensuite. C'est ce que j'ai dit aux garçons. Voilà. Parfois, il faut accepter d'avoir un peu moins le ballon comme on l'a fait en première, mais de ne pas permettre à l'adversaire de jouer sur ses qualités. Voilà, ça n'est qu'une défaite. Donc, même si elle est lourde, il faut vite passer maintenant à la Coupe d'Europe, parce que ça arrive vite. Et puis, bien évidemment, le retour en championnat sera dimanche, et il faudra qu'on gagne chez nous. Je vous rappelle que les deux équipes jouaient pour être deuxième tout seul ce soir. Donc, ça veut dire que les deux équipes ont fait un bon début de championnat. Après, bravo à Lille, c'est eux qui prennent cette deuxième place. Mais si on était en position de la prendre nous aussi, c'est que le début de saison, même s'il pouvait être meilleur, il est pas si mal que ça. Voilà. Il n'est pas si mal que ça pour Marseille. Justement, le classement en première position, Paris Saint-Germain à 24 points. Déjà 8 points d'avance sur Lille qui est deuxième avec 16 points. Troisième et quatrième, Montpellier et Saint-Etienne avec le même nombre de points, 15 points. Cinquième, Lyon, 14 points. Et Marseille, sixième avec 13 points. En bas de classement, Monaco, 18e, 6 points. 19e, Nantes, 6 points. Et 20e, Guingamp, 4 points. Prochaine journée, vendredi 5 octobre, Toulouse recevra Nice à 20h45. Le samedi, Lille, Saint-Etienne à 17h. Ensuite, les rencontres à 20h. Angers-Strasbourg, Guingamp-Montpellier, Nîmes-Reims, Amiens-Dijon. Ce dimanche, Bordeaux-Nantes à 15h. Monaco-Rennes, 17h. Marseille-Caen à 17h. Et il y aura également le grand match de cette 9e journée. Ce sera le Paris Saint-Germain qui recevra l'Olympique lyonnais. Une rencontre à pas manquer, car je sens qu'il peut y avoir du rebondissement, même si Paris fait bien évidemment office de favori.